Ne va pas sur Clipperton qui veut, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans une agence de voyage prendre un billet, parce que pour aller sur Clipperton, il faut avoir un bateau, il faut affréter ce bateau, il faut pouvoir débarquer. Sur l'île, il n'y a rien. Pour moi, Clipperton, ça résonne comme Patagonie, comme Mackenzie, comme ces terres qui sont lointaines, insolites, chargées d'aventures, de mystères. Clipperton, eh bien c'est une réservoir de ressources dont il ne faut pas se séparer parce qu'on pourrait en avoir besoin un jour. Clipperton, à nous, ça nous dit quelque chose, mais au reste du monde, rien. Voilà 2 jours maintenant que le Prairial a quitté San Diego en Californie. Perdue en plein Pacifique, cette frégate de la Marine nationale, basée en Polynésie française, n'est plus qu'à quelques milles d'un petit bout de France méconnu, l'atoll de Clipperton. Les 90 marins du navire de guerre poursuivent leur entraînement. La frégate doit être fin prête à défendre les intérêts de la France autour de ce minuscule caillou de la République. Perdus et isolés de l'autre côté du continent américain, peu de Français connaissent l'existence de leur plus petit territoire d'outre-mer. Situé en plein océan Pacifique, à 1300 km des côtes mexicaines, Clipperton est le seul atoll du Pacifique Nord. Petite tête d'épingle sur une carte, cette île de 12 km de circonférence est une possession française inhabitée. À chaque passage d'un bâtiment de la Royale dans cette zone du Pacifique, les militaires font escale à Clipperton afin d'y affirmer la souveraineté française. Pour cette nouvelle visite de l'atoll, la frégate accueille à son bord un invité de marque, l'explorateur Jean-Louis Etienne. L'aventurier des pôles est en repérage pour préparer sa prochaine mission prévue en décembre 2004. Qu'on a fait les exercices de visite. Jean-Louis Etienne compte s'installer pendant 3 mois sur Clipperton avec sa femme Elsa, son jeune fils Elliot et une dizaine de scientifiques. Ce familier de la banquise redécouvre ici un environnement qu'il a cependant déjà connu au début de sa carrière d'explorateur. C'est vrai que je suis très identifié polaire, mais en fait j'ai fait quelques missions déjà en Polynésie sur le corail. Et il y avait un vieux projet sur Clipperton avec Antarctica, qui n'a jamais pu se faire. Et c'est une opportunité, mais je vais réaliser avec une équipe légère de biologistes un inventaire de la nature qui n'est pas connu parce que cet atoll n'est pas visité, et faire une sorte de pendant chaud du travail qu'on a fait sur l'Arctique. Pour moi, Clipperton, ça résonne comme Patagonie, comme Mackenzie, comme ces terres qui sont lointaines, insolites, chargées d'aventures, de mystères. Et j'avais envie d'aller à Clipperton, ce que j'ai essayé de lire sur Clipperton, à part l'histoire qui est très riche bien sûr, mais c'est d'essayer de comprendre, de connaître la richesse de cet îlot, parce que c'est quand même un échantillon de terre corallienne au milieu de rien, au milieu de l'océan, et donc tellement difficile d'accès qu'en fait très peu de chercheurs y ont passé du temps. Le Prairial a mis le cap au sud. Lors de la traversée longue de 2500 km entre San Diego et Clipperton, Jean-Louis Etienne et son assistant Denis Comte ont pris le temps d'enrichir leur connaissance de l'atoll en étudiant la documentation dont disposent les marins à bord du Prairial dans les salons privés du commandant. C'est un dossier intéressant. Tout ce dossier-là, qu'on épluche depuis quelques heures, est extrêmement précieux. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, il y a des informations sur la vie courante, sur les difficultés, sur quelques pièges à éviter, mais surtout, il y a des infos sur la logistique de débarquement. Ce qui a été fait par la Marine nationale avec un hélicoptère, c'est très intéressant. Je ne pense pas qu'on ait un hélicoptère pour notre expédition, donc on se penche surtout sur la partie débarquement par la mer. Et comme c'est un atoll qui est fermé, il n'y a pas de passe, donc on essaye de repérer déjà par les cris et essayer de faire un repérage des zones où le débarquement est relativement simple. Il faudra trouver soit des journées calmes pour débarquer dans le nord, soit trouver 1 ou 2 emplacements qui ont l'air d'être mentionnés là, dans le sud. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que
c'est compliqué à tous les étages. Déjà le bateau qui arrive chargé, les emplacements de mouillage sont très rares. Donc il ne faut éventuellement pas mouiller. Ça veut dire que le bateau va rester sur zone. Donc, le bateau versé par la houle. Donc arriver avec une annexe, mettre à côté, débarquer le matériel dessus, revenir, passer des barres des vagues, etc. Donc des barrières à passer. Ça ne va pas être simple. D'où l'idée avec laquelle on pense avec Denis, c'est d'ouvrir une passe. C'est pas grand-chose, non, c'est assez plat. Hein. Moi, je trouve que c'est intéressant, ça. Féru d'histoire maritime, Hubert Jouet se passionne depuis plus de 10 ans pour Clipperton, au point d'y consacrer tout son temps libre et d'écrire un livre sur l'histoire de cet atoll, sur laquelle il n'a pourtant jamais posé les pieds. Non, Magellan n'a pas découvert Clipperton. Les découvreurs de l'île sont 2 frégates françaises qui allaient du Pérou en Chine et qui faisaient du commerce. Elles y sont passées très près, se sont même arrêtées. On fait une description dans les journaux de navigation qui sont tout à fait concordantes et qui répondent à la réalité. La question était de vérifier, ils se sont parlé par-dessus bord, ils vérifiaient que l'île n'était pas portée sur les cartes, car ils avaient des cartes hollandaises, françaises, des cartes espagnoles, et l'île n'était portée sur aucune des cartes. Ils en ont déduit qu'ils venaient de faire une découverte. Donc ils se sont efforcés de prendre des coordonnées qui ont été prises d'ailleurs avec une exactitude remarquable pour l'époque. Ainsi, Clipperton est à la latitude de 10 degrés 18 minutes, eh bien l'un des capitaines a écrit sur son journal 10 degrés 18 à 19 minutes. Vous voyez la précision. Et comme ils l'ont découvert le vendredi 3 avril 1711, et que c'était un vendredi saint, ils l'ont baptisé l'île de la Passion. Si la France l'a baptisée l'île de la Passion, les cartes de l'époque la mentionnent sous l'appellation de Clipperton, du nom d'un flibustier anglais. En inventant de faux points avec des noms français, des cartographes étrangers vont tenter de s'approprier ce caillou. Mais l'atoll gardera le nom de Clipperton. Aspirant Rochelet, je prends le quart. Matelot Gamiche à la barre, en route au 159 sur Gare de Cap. Moteur de barre, bâbord en fonction. Bien. Sur le Bello Théo, les machines sont réglées en 140, les moteurs 2 et 4 sont envoyés, les ailerons sont sortis il y a 30 minutes. Genre. C'est Michi. Bon, donc à 15h, on est là. Ouais. La route 160. On est réglé à 14 nœuds sur les MP2 et 4. DA3 en fonction, moteur de barre bâbord. Bon, il n'y a pas d'activité en cours pour ton quart. Au niveau des transmissions, on est clair. On reçoit le tram 5 sur 5. Situation surface, il n'y a rien sur l'eau, sur du statique. Ok. Le bon quart. Merci. Voilà. Bon, puis toutes les infos qu'on a sur Clipperton, c'est dans va mettre le trou. Ouais, je sais pas. Il y en a un qu'on appelle le trou sans fond. Quand on part de San Diego, on en a pour à peu près 5 jours de mer vers Clipperton, tout droit. Ça fait 1440 nautiques, soit 2500 km, 5 jours à 12 nœuds. Avec un peu de chance, oui, des courants et surtout le vent, parce que pour l'instant on a le vent dans le cul, grâce à la carte météo nous le montre, hein, on a un anticyclone ici, donc les vents tournent comme ça, et les vents nous poussent, là on a 15 à 20 nœuds de vent, donc c'est un gros avantage, ça nous permet de moins consommer de gasoil, parce qu'on n'est pas obligé d'afficher des grosses vitesses pour tenir la vitesse nécessaire. Voilà. Et donc arrivé sur Clipperton... Le dé, on va arriver par le nord-nord-est de l'île, voilà. Voici l'île, une carte dressée en 1935 par l'ancienne Jeanne d'Arc, quand elle est passée là-bas. Donc on arrivera par le nord, et puis on va s'arrêter dans le coin nord-est sans doute, parce que le seul point de débarquement par embarcation est sur le nord-est, car c'est pas facile de débarquer ici, parce qu'il y a un récif corallien. Et là on est juste à la limite entre les alizés de nord-est et la bascule des contre-alizés. Donc on verra bien sur zone comment ça va se passer. Et puis ensuite, en fonction des conditions météo, on se placera soit au nord-est, soit au sud-ouest, en fonction de la direction de la houle et du vent, pour être le plus à l'abri.
Les jours en mer se suivent et se ressemblent, sauf aujourd'hui. Les marins du Prairial profitent de leur quartier libre pour entretenir leurs conditions physiques. La plateforme hélicoptère se transforme le temps de quelques heures en un gymnase à ciel ouvert, avec vue imprenable sur l'océan Pacifique. Communication de la passerelle. Nous entrons dans la zone économique exclusive de Clipperton. Tout bâtiment suspect dans cette zone française sera interrogé par la passerelle. Fin de communication. Dans un rayon de 360 km autour de Clipperton, la France bénéficie d'une zone économique exclusive. Quasiment aussi grande que le territoire de la métropole, cette zone de plus de 435 000 km² est située dans des eaux parmi les plus riches du monde en thon. Veillée d'armes à bord du Prairial, les marins effectuent les dernières relèves de quart avant la nuit. Tout feu éteint, le navire de guerre va bientôt toucher au but. Invisible dans l'immensité de l'océan, le Prairial continue sa course vers cette île française bien mystérieuse. Masquage des feux, masquage des feux. Alerte à bord. Les radars du Prairial ont repéré les échos de bateaux de pêche dans les eaux françaises autour de l'atoll. L'hélicoptère du bord décolle dès l'aube afin d'en savoir plus sur ces deux navires. Pour l'instant, la France ne profite pas des richesses halieutiques de cette zone par manque d'installations portuaires. Si les pêcheurs costaricains et mexicains sont rarement troublés dans leurs activités illégales, aujourd'hui, les deux clients repérés au radar sont des petits poissons, apparemment. Mettez-moi le chat 12 sur le taillot. Là, il y a deux bâtiments américains qui sont en pêche dans les eaux territoriales autour de Clipperton. Le Red Rooster 3 et le Royal Polaris. C'est comme le Royal Polaris, pour l'instant, s'enfuit au 270 à 15 nœuds. On va essayer de le rattraper. Et après, on va lui dire de stopper. L'hélicoptère est en train de lui demander de stopper. Puis dès qu'on sera à côté, on ira le visiter. Un commando se prépare pour monter à bord du premier bateau. Allez, écoutez, comme d'habitude, la manip, ils vont amener le Hurricane au Place Zodiac comme la dernière fois. Donc le Hurricane, on le met à l'eau, commandement, investigation, on se présente sur le client, je monte en premier. Une fois qu'on est tous parés, qu'on a tous enlevé la brassière sur le client, on se dirigera vers la passerelle. Bon, donc on se rapproche, vous vous rapprochez de celui-là. Et puis lui dit qu'on a l'intention de visiter son bateau. D'accord. Ok. Le premier client est identifié. Il s'agit d'un bateau immatriculé à San Diego. À bord, une vingtaine d'amateurs de pêche sportive. C'est la seule femme officier du navire qui est habilitée à mener l'enquête à bord de l'embarcation américaine et à interroger son capitaine. Allez Garo, on écoute. Ils se sont montrés coopératifs, on n'a pas fait de tir de semonce, on n'a rien fait. Donc apparemment ils sont dans un bon état d'esprit. Le commandement, dépêche! Le commando va devoir agir vite et efficacement. Si ce bateau pêche sans autorisation dans les eaux françaises, les militaires devront saisir des preuves et dresser un PV d'infraction. Pour pêcher dans les eaux françaises, il faut faire une demande auprès des autorités basées à Papeete, dont dépend Clipperton. L'administration fait rapidement savoir aux marins du Prairial qu'aucun permis de pêche n'a été récemment délivré. Lorsqu'on voit un bâtiment de pêche dans la zone économique exclusive, la première chose qu'on vérifie, c'est s'il ne pêche pas, s'il pêche ou non. Donc il faut essayer de le prendre sur le fait. Et si nécessaire, nous montons à bord pour contrôler sa cargaison. Alors le problème de Clipperton, c'est que c'est loin de toute terre. Donc s'il a une cargaison qui vient de la zone économique exclusive française, à ce moment-là, nous sommes en droit de saisir sa cargaison car il est en infraction avec les règlements internationaux.
Le jeu en vaut la chandelle pour les organisateurs de ces campagnes de pêche sportive qui durent 20 jours. C'est même un véritable business en Californie. Chaque participant a dû débourser 5 000 € pour braconner autour de Clipperton, une des zones les plus poissonneuses au monde. Après inspection et interrogation des 2 navires américains, le commando regagne le Prairial pour faire son rapport au Pacha. Je vais vite rédiger les 2 PV d'infraction parce que dans la foulée, nous, on doit embrayer sur les opérations de débarquement des équipes sur Clipperton et ces gens-là doivent attendre. Pardon. Pas le camp. Ok, d'accord. Bon, vous permettez, je m'absente, j'ai un coup de fil sur Inmarsat dans le bureau, c'est Al-Passi du moisson d'état-major et on reprend la réunion ensuite. Ouais, le commandant du Prairial. Ouais, salut Augustin. Oui, on a terminé les 2 visites de bâtiments de pêche sportive américains. L'état-major d'Al-Passi, l'amiral commandant pour le Pacifique, m'a appelé pour me demander comment ça s'était passé et pour me dire, comme je les avais tenus au courant depuis le début des opérations, pour me dire que comme c'était des bâtiments de pêche sportive, dont la vocation première est de pêcher quelques thons pour que les gens, dans leur activité sportive, ce n'est pas de piller la ressource halieutique autour de Clipperton. Donc l'attitude qu'adopte la France dans ce cas-là, c'est d'être assez conciliant avec ces bâtiments qui étaient très coopératifs quand on les a interrogés, et de faire en sorte qu'ils puissent terminer leur campagne. On ne privilégiait pas les États-Unis, en fait, on fait la différence entre un bâtiment de pêche industrielle et un bâtiment de pêche sportive. C'est tout ce qu'on a cherché à faire. Le but du jeu, c'est quand même de montrer qu'on est soucieux du respect de la loi dans les eaux françaises. Ces gens-là ne sont pas en règle. Et de toute façon, déjà là, ils ont perdu une journée de pêche parce que quand on les a contrôlés, ils n'étaient pas en règle. Donc on leur a bien dit qu'ils n'avaient pas le droit de pêcher. Et ils attendent qu'on leur donne l'autorisation de pêcher pour pouvoir le faire. Les problèmes, enfin comment dire, les opérations de débarquement de l'équipe de protection ainsi que de M. Jean-Louis Etienne et de son assistant. Non, ça devrait faire, on va le faire en hélicoptère. Ok ? Bon bah écoute, je te remercie, n'hésite pas à me rappeler et moi je retourne à mes occupations. Ça marche, je te remercie, salut. À cause de la barrière de brisant ceinturant l'atoll, l'accès de Clipperton est difficile par la mer. De violents rouleaux interdisent l'accostage. C'est donc par les airs que vont débarquer Jean-Louis Etienne, son complice et une équipe de marins sur l'atoll. Vue du ciel, Clipperton fascine. Autour d'un lagon d'eau en forme d'ellipse de 3 km sur 2, une étroite bande de terre constituée de corail mort. Plantée sur cette ceinture corallienne, quelques rares cocotiers. Tout juste débarqués sur ce bout de France, Jean-Louis Etienne et Denis Comte, son assistant, partent rapidement à la découverte de l'île. Première surprise, la rencontre d'un drôle de naufragé. Un explorateur américain vit en autonomie complète depuis plus de 40 jours sur l'île. Ce Robinson Crusoe aime s'échouer volontairement sur des îles désertes. Son expérience de survie sur Clipperton va être précieuse pour Jean-Louis Etienne. Nice to meet you. Welcome. Well, yeah, thank you. Spend time here yourself? Yes, I have. How about you? Have you been here before? No, this is not here, never. I've been in different places. Yeah. By myself. It's the first time I discovered this island. I came here from San Diego. Yeah. Then stopped Je suis venu de San Diego. Je suis venu avec un bateau de pêche. J'ai quitté ma maison le 2 avril et nous sommes aujourd'hui le 19 mai. April 2nd, and it's now the 19th of May. Oh, you're crazy! I 2 know. months on Clipperton. Almost. So, no, not Vous n'êtes pas encore fou? J'étais obligé de parler aux oiseaux pour ne pas le devenir. Okay.
comme quoi la ferraille elle se désintègre. Hein. Tu vois, hein. C'est intéressant de voir un peu tout le travail qu'il va falloir faire pour nettoyer, hein, parce que vraiment, je crois que tout va commencer par un gros chantier de nettoyage, quoi. C'est intéressant de voir un peu tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est intéressant. Il y a une vie sous la ville. Hein. Seul endroit ombragé de l'atoll, une cocoterie, tout à l'ouest de l'île. Un paradis pour les oiseaux qui viennent y nicher en nombre. Là, on arrive à l'orée du Bosquet, hein, le bois de Bougainville, avec vraiment la plus grande densité de cocotiers de l'île, et très probablement le coin où on installera notre observatoire, notre camp. Et on sent qu'il y a du passage déjà, quoi. Hein. Clipperton délivre peu à peu ses secrets aux visiteurs. En pénétrant plus profond dans la cocoterie, Jean-Louis Etienne découvre les restes d'un camp en dur, même si les cyclones ont presque tout balayé. Pour Jean-Louis, l'emplacement est rêvé pour son futur camp de base. D'après les photos que j'ai vues, il y avait un entretien, c'est-à-dire que tout était propre. Alors il est évident quand on arrive là, ça fait combien ? Ça fait 40 ans après, quoi. Hein. 40 ans après, bien sûr, il y a des choses qui étaient intransportables qui sont là, comme un vieux groupe électrogène, des vieilles tôles rouillées. Et ça a un côté un peu désespoir, ça a un côté... c'est pas propre, mais je pense que il suffit de nettoyer un petit peu, s'y mettre à quelques-uns, là, nettoyer les cocotiers qui sont morts, et tout ça peut redevenir très très beau. La nature reprend ses droits, et puis dans une zone qui est très humide, tout ce qui est métallique est sinistre un peu, quoi. Hein. De tout là-dessus. Non, ça va être très très beau, je crois, quand on aura tout nettoyé. C'est magnifique, magnifique. Oh là là. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail pour s'installer, mais il y a un potentiel d'observation qui est unique, quoi, hein, parce que l'homme n'a jamais habité ici, donc c'est vraiment une nature, on va dire presque une nature à l'état originel, quoi. Ils ont l'air très simple, très compact. Nous, on a eu une équation à résoudre, c'est trouver des matériaux pas trop lourds, parce qu'il va falloir les amener ici. On n'a pas une logistique lourde, donc essayer de trouver des matériaux efficaces, faciles à mettre en œuvre. Et c'est vrai, comme dit Denis, d'utiliser d'abord déjà des surfaces planes comme ça permet de partir sur un sol qui est costaud, qui est bien, qui est plat. C'est facile de se protéger de l'invasion des crabes. Là, c'est pas le béton qui est recouvert de terre et de la mat ferraille, de vieux bois, etc. On peut voir que dessus, la dalle est intacte. Donc je pense que là, il n'y aura pas de souci pour se recaler. À des milliers de kilomètres de Clipperton, dans un petit port breton, le souvenir de l'atoll est toujours vivace chez les anciens militaires des missions Bougainville. De 1966 à 1969, des marins français vont occuper de façon permanente l'île de Clipperton. Ce sont pour l'instant les seuls habitants français de l'atoll. Ces anciens militaires aiment à se retrouver une fois par an pour se souvenir de cette épopée extraordinaire qui les a marqués pour la vie. Clipperton, vous savez, ce n'est pas neutre d'avoir vécu pendant 3 mois loin de tout, avec 16 personnes. Et c'est des souvenirs marquants. Et j'aime bien retrouver des camarades. Et c'était ça, je voulais qu'on se remémore en commun de cette époque assez mystérieuse. Pourquoi ? Parce que
Clipperton, à nous, ça nous dit quelque chose, mais au reste du monde, rien. À l'époque, ces missions étaient classées secret défense. Aujourd'hui, on peut lever le voile sur les raisons de cette occupation de Clipperton. La mission Bougainville sur Clipperton, c'était une mission double, si on veut. C'est-à-dire occuper l'île militairement pendant les expériences atomiques, malgré la distance assez importante qu'il y avait entre cet atoll et puis les expériences atomiques qui avaient lieu dans le Pacifique Sud. Mais également une mission météo qui permettait de s'assurer que les vents en altitude n'étaient pas dangereux pour les pays sud-américains qui peut-être étaient un peu inquiets des expériences atomiques qui avaient lieu à ce moment-là dans le Pacifique. Et une autre mission dont le médecin qui nous accompagnait avait été chargé, c'était de faire une rétrospective de toute la faune et la flore qu'il y avait sur l'atoll et dont on prélevait un élément et qu'on conservait dans le formol pour expédier au muséum à Paris. Plus les bagages d'oiseaux pour savoir les migrations éventuelles des fous de bassin et des frégates qu'il y avait sur l'île. De cette unique et durable présence française sur Clipperton, seule une stèle subsiste. Ce monument situé près de la cocoterie rappelle l'appartenance de Clipperton à la France. Un symbole qui a pourtant la vie dure. Depuis la dernière visite d'une frégate de la marine en 2001, des inscriptions en espagnol ont fleuri sur la stèle. La faute certainement à des pêcheurs de passage, autant de preuves de la contestation de l'appartenance de Clipperton à la France. Comme à chaque escale sur l'atoll, les marins effacent les marques de contestation et rénovent le symbole de la propriété française, même si à la prochaine visite, il faudra sûrement tout refaire. À Paris, par la voix de son ambassadeur, le Mexique revendique haut et fort le rattachement de l'île à son pays. Clipperton était considéré par le Mexique comme une île qui appartient au Mexique. La thèse essentielle qu'a toujours soutenue le gouvernement mexicain, c'était justement que c'était une ancienne possession espagnole et quand le Mexique a conquis son indépendance, il a hérité de tous les territoires de l'ancien pouvoir espagnol. En plus de réclamer cette continuité entre le pouvoir espagnol et le Mexique indépendant, c'est que Clipperton aussi a été habité par des citoyens mexicains. Il faut se rappeler qu'en 1897-1898, justement, le Mexique décide d'envoyer une garnison militaire à l'île de Clipperton et occupe en quelque sorte ce territoire. Donc il y a une participation mexicaine très claire, tandis que ni la France, ni les États-Unis, ni aucun autre pays avaient occupé en termes de population. C'est à l'abri du rocher, le point culminant de Clipperton, que les militaires mexicains et leurs familles s'installeront. Il ne reste aujourd'hui aucune trace de ce village. Une fois encore, les cyclones balayant Clipperton ont réduit à néant les restes de cette présence humaine. Oublié par leur propre pays pendant la Révolution mexicaine, le rocher sera le témoin d'une terrible tragédie. Cette colonie, qui a compté jusqu'à 40 personnes, hommes, femmes, enfants, est réduit et va manquer d'approvisionnement du fait que la révolution au Mexique ne permet plus le ravitaillement. Et le scorbut a commencé à sévir, hein, des hommes ont disparu. Le capitaine qui commandait la garnison s'est senti coupable et il a voulu, sur une barque, avec les hommes qui restaient valides, aller chercher du secours. Il croyait avoir aperçu un bateau au large. Et puis le canot a chaviré et les hommes qui restaient dans l'île ont disparu là. De sorte qu'il ne restait plus que les femmes et les enfants, avec rien d'autre pour se nourrir que les œufs des oiseaux, les poissons. Et comme ils étaient de plus en plus faibles, eh bien, ils mangeaient de moins en moins. Heureusement, en 1917, quand les Américains sont entrés en guerre, ils ont envoyé un croiseur en reconnaissance, le Yorktown, qui a pris à son bord les 11 rescapés, qui étaient rien que des femmes et des enfants, et les a ramenés au Mexique. Quelques heures avant l'arrivée d'un croiseur américain, les rescapés vont tuer le dernier des hommes survivants, Alvarez, le gardien du phare.
Celui-ci faisait subir des sévices aux femmes et aux enfants. Ce bourreau sera assassiné près du rocher le jour de la découverte de ceux qu'on allait baptiser les oubliés de Clipperton. Le rocher, c'est un endroit mythique. Alors, on l'a retrouvé dans une caverne parce que c'est un morceau de, comment on va dire, un gruyère. Il est complètement déchiqueté à l'intérieur. Il y a des passes à l'intérieur, des couloirs, des cavernes. C'est pas du tout homogène, quoi, hein. C'est très déchiqueté. Et on a trouvé au fond d'une sorte d'excavation les restes du phare. En fait, de la partie de la lumière, quoi, hein, qui est en cuivre. C'est une couronne avec un dôme qui est vraiment oxydé, qui est tout cassé. Et ce qui est assez émouvant, c'est quand on se promène dans ces cavernes, c'est de se dire c'est peut-être là qui était le gardien du phare, non, peut-être il dormait là, c'est peut-être là qu'il est venu se planquer, quelque chose. C'est assez, c'est chargé d'histoire, quoi, hein, c'est assez émouvant. Puis en plus, il y a tous ces oiseaux qui tournent autour, c'est assez Hitchcock, quoi, hein. Quand la nuit tombe sur l'atoll, Clipperton devient encore plus mystérieux. La nature montre sa force. Les oiseaux deviennent moins bruyants, le silence s'installe peu à peu. La nuit sur Clipperton, aucune lumière, seulement le reflet du soleil couchant sur les eaux du lagon et de l'océan. Témoin de tant de drames et d'histoires, l'ombre du rocher devient de plus en plus menaçante. Une ambiance étrange pour les nouveaux occupants de l'atoll. Comme si les fantômes des oubliés de Clipperton hantaient les lieux et allaient surgir d'un moment à l'autre. À chaque visite de l'île, une patrouille de marins fait le tour complet de l'atoll afin de noter toutes les traces de passage et établir un rapport qui sera transmis au haut-commissaire de la Polynésie française, dont dépend Clipperton. Sur le terrain, le plus surprenant est la découverte d'une torpille d'essai. Impossible pourtant de la dater et d'identifier son origine. Posé de la sorte sur le sol corallien, le missile a été apporté par les courants ou les vents lors d'un cyclone. La tête a explosé. Donc... C'est pas forcément. La tête en général, c'est le truc de guidage. La patrouille poursuit son périple et va de découverte en découverte. Les deux marins vont passer devant un ancien dépôt à munitions dans le nord de l'île. Ces explosifs datent de l'occupation américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aux portes de l'Amérique, Clipperton occupait une position stratégique pendant la guerre du Pacifique. Craignant une attaque japonaise sur leur sol, comme à Pearl Harbor, les Américains débarquent en 1943 sur l'atoll. Ils installent une base météo et construisent une piste d'aviation dans le nord-ouest de l'île pour faire atterrir leur Dakota. Près de 60 ans plus tard, la piste d'aviation américaine est toujours visible et apparemment utilisée. Là, il y a des traces d'avions, de toute évidence. C'est difficile de savoir si elles sont fraîches, c'est l'âge qu'on ces traces, mais c'est évident que des avions se sont posés. Et sûrement des avions, même des avions assez lourds, on peut imaginer, puisque la piste est longue, elle fait 1400 mètres. On est complètement isolé au milieu de l'océan, donc ça veut dire que ce sont des avions qui ont une certaine autonomie pour arriver jusqu'ici. Alors, quel type d'avion se pose là Peut-être des avions touristiques. Clipperton est sur une liste des points difficiles d'accès sur la planète. Il y a des circuits touristiques comme ça qui amènent des gens au Mont Everest, au pôle Nord, au pôle Sud. Et aussi Clipperton fait partie de ces destinations. À mi-chemin entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, Clipperton est une île à l'écart de tout. Un lieu de rendez-vous rêvé pour les trafiquants d'armes ou de drogue.
Inhabité et à l'écart du monde, Clipperton est une destination très prisée des radioamateurs. 9 India Echo, 6 Bravo Fox Hotel t'appelle? Oui, 6 Bravo Fox Hotel et 9 India Echo t'écoute. Ok Bernard, 9 India Echo, 6 Bravo Fox Hotel, très heureux de te retrouver aujourd'hui. Ça ne nous rajeunit pas de nous retrouver, puisque tu te souviens qu'il y a bientôt 25 ans, on était sur un petit bout de caillou. Là, Clipperton est un lieu mythique pour les radioamateurs, parce que c'est un atoll inhabité, et que pour contacter l'atoll de Clipperton, il faut monter une expédition, ce que nous avons fait en 1978. C'est-à-dire qu'une équipe de 10 personnes a monté cette expédition, et en mars 1978, nous avons débarqué sur l'île avec nos émetteurs. KF2ZL. L'intérêt de nous rendre à Clipperton était de permettre à tous les radioamateurs du monde entier de contacter l'atoll de Clipperton, puisque la dernière expédition, tentative d'expédition remontait à 1954 et que cette expédition n'avait pas eu lieu parce qu'ils n'avaient pas trouvé l'île tout simplement. Et que ça a été donné à la France. Lorsque nous sommes arrivés sur l'atoll, la première des choses qu'a fait une équipe, c'est de monter les émetteurs et les antennes, ce qui nous a permis de contacter en premier la France pour dire que nous avions bien débarqué sur l'île, et ensuite nous avons contacté des radioamateurs du monde entier. Nous avions 4 stations radio qui tournaient sur 4 fréquences différentes, soit en phonie, c'est-à-dire en parole, soit en morse, et nous avons en l'espace de 6 jours contacté 24 000 radioamateurs dans le monde entier. Depuis cette expédition sur l'atoll, un club de radioamateurs français est né, le Clipperton Days Club, c'est même son nom. Son but ? Organiser des expéditions de radioamateurs dans les endroits les plus reculés et inhabités de la planète. Malgré l'inhospitalité des lieux, les signes de la présence de l'homme sur l'atoll sont nombreux. De la station météo qui a fonctionné jusqu'en 1986, il ne reste pas grand-chose. L'œuvre des crabes, des caprices du ciel et de vandales. L'île est également un vrai dépotoir à ordures. Les cyclones et la mer amènent continuellement des déchets sur les plages de l'atoll. La patrouille de marins retrouve Jean-Louis Etienne après avoir fait le tour de l'île au pas de charge. Ces 12 km ne sont pas vraiment une promenade de santé, mais plutôt une marche de 3h30 rendue pénible par le sol corallien, une température avoisinant les 40 degrés et un taux d'humidité proche de 95%. Un bras de la dune. On va les voir. Jadis ouvert par 2 passes, le lagon est désormais fermé et ne communique plus avec la mer. De quoi en faire un modèle biologique et géologique unique dans le monde. J'observe qu'il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'algues dans cette... Il y a pas mal de petits insectes d'eau, mais c'est une eau qui est carrément douce, quoi. Hein. C'est un écosystème qui est clos, qui est en train de se transformer dans le temps. Il y a peut-être 150 ans qu'il est fermé. Les passes sont effondrées. Et donc il n'est plus du tout en contact avec la mer maintenant. Et tout ça, c'est en train de se transformer. Et on voit bien qu'il y a quand on secoue comme ça, quand on secoue cette végétation, il y a un dégazage, quoi. Il y a une méthanisation, il y a du méthane, ça produit comme les eaux marécageuses, quoi, hein. L'eau là, elle est à 28,4, 28,5. C'est une température propice pour le corail, mais malheureusement cette eau est totalement dessalée, ça ne peut pas marcher, quoi. On va vivre le corail là-dessus.
Il semble que ce soit une eau assez acide. Hein. Surprenant. C'est une eau qui est un petit peu acide, tout petit peu acide. Donc j'ai pris un échantillon sur un flacon stérile, on va en faire une analyse, là, je vais le congeler, puis on en fera une analyse. Et puis la température, c'est intéressant, toujours la température de l'eau, et l'eau est à 28, 28,5. Et d'ailleurs l'air est à 1 degré en dessous. Donc c'est une eau qu'on va pouvoir dessaler s'il reste encore un petit peu de sel, filtrer, purifier, ça fera une très bonne eau de boisson. Sur ce désert de corail, aucune végétation ne pousse, excepté sur les îles Eggs, à l'intérieur du lagon. Particulier, là, cette petite île qui est très riche il y a des sternes, il y a des nodis noirs, des nodis blancs, très peu de fous. Et en fait, cette île, elle est totalement isolée du reste du lagon. Donc je pense que s'il y a tous ces oiseaux-là, si on ne les retrouve que là, c'est parce qu'il n'y a pas de crabes et les crabes ne vont sûrement pas sur cet îlot. En 2004, Jean-Louis Etienne souhaite dresser un inventaire complet de la faune et de la flore d'une île dont on ne connaîtrait que 1% de son environnement. Le premier mystère de Clipperton, c'est le nombre impressionnant de crabes, 6 par mètre carré. En plein jour, difficile de se faire une idée précise de leur population, car ces crabes terrestres n'aiment pas le soleil et préfèrent s'enterrer dans les fentes des rochers ou dans les aspérités du corail. Nul ne sait véritablement comment ces petits crabes rouges originaires d'Amérique sont arrivés sur l'atoll. En tout cas, très vorace et sans prédateur, cette espèce dévore tout. Depuis leur colonisation sur l'atoll, l'île est de plus en plus désertique. Les quelques noix de coco tombées au sol sont un régal. Autant dire que la végétation a peu de chances de repousser. Les fous masqués et les frégates, les autres habitants de l'atoll, se sont eux aussi considérablement développés. Et cela, malgré la présence des crabes. On a l'impression que les fous sont au service des crabes. Et il semblerait, d'après les études qui ont pu être faites, que en fait, cette cohabitation est assez équilibrée, puisque normalement, quand un oiseau pond un premier œuf, ici on le lui prend assez vite, il pond un deuxième. Et c'est ce qui se passe là. Les crabes sont à l'affût des premiers œufs, donc confisquent l'œuf du fou, et le fou va vers le sien. Et il semblerait que le crabe ne revienne pas sur le deuxième œuf. Site de nidification pour un peu plus de 150 000 oiseaux migrateurs, havre de paix pour des millions de crabes. Seul atoll corallien dans le Pacifique Nord, Clipperton est un écosystème unique au monde, l'un des moins perturbés par l'homme. Malgré cet intérêt écologique et géologique évident, aucune forme de protection n'existe actuellement pour protéger cet atoll. Pour les scientifiques, l'île est un joyau qui doit être intégralement protégé comme laboratoire naturel. D'une manière générale, le récif corallien est très présent et il y a des rouleaux tout autour qui gardent Clipperton comme avec une forteresse de rouleaux tout autour qui fait que c'est difficile d'accès. Il va falloir explorer davantage pour regarder trouver certaines zones faciles pour aller à la mer. Mais Clipperton n'est pas facile, c'est pas une île, c'est pas un Éden, je trouve, quoi, hein. C'est une île de caractère qui est bien protégée par la houle du large. Débarquer sur l'atoll est un pari risqué. De nombreux navires s'y sont cassés les dents. Aujourd'hui, 2 épaves de bateaux de pêche jonchent les grèves de l'île. La plus inaccessible des possessions françaises garde jalousement ses secrets.
Au siège de l'Institut français pour l'exploitation de la mer en Bretagne, on a longtemps mené un programme de recherche sur ce que l'on pensait être une richesse du futur, les nodules polymétalliques. À la lithothèque de l'Ifremer, 2 chercheurs de ce programme coûteux mené dans les années 80 ont conservé ces étranges concrétions brunâtres pêchées dans les profondeurs du Pacifique. Les nodules ont en effet intéressé les scientifiques à cause de leur teneur en différents métaux. Eh ben, c'est magnifique. Hein? Moi, je t'amène ceux-là. On a eu une belle caisse. Hein. Une belle récolte. Hein. Voilà. Dans ces nodules, il y a des oxydes métalliques. Et du point de vue économique, leur intérêt est centré sur leur concentration cumulée en nickel plus cuivre. Ils contiennent bien sûr de nombreux autres métaux, mais l'intérêt économique est centré sur cuivre et nickel. C'est à bord du sous-marin Nautile qu'ont été détectés d'importants champs de nodules, dans le sud du Pacifique, à plus de 2000 km à l'ouest de l'île de Clipperton. Suffisant pour laisser croire aux yeux du grand public que Clipperton et ses eaux territoriales constituaient d'importantes ressources pour le futur. L'exploitation n'étant pas encore rentable industriellement, la France a stoppé ses programmes de recherche à la fin des années 80. Mais bon, ça c'est plus... Les nodules ont été associés à l'île de Clipperton. C'est surtout à cause de la fracture de Clipperton, puisque les nodules s'étendent entre la zone de fracture de Clipperton et celle de Clarion, qui est plus au nord. La fracture de Clipperton qui provient de l'île de Clipperton, du nom de l'île de Clipperton. Au cas où l'exploitation des nodules serait un jour envisagée, Clipperton ferait une base arrière idéale du fait de sa relative proximité des champs de nodules. C'est l'église ou le temple? Après une escale mythique sur ce caillou de la République, le Prairial met le cap sur Salina Cruz, au sud du Mexique. Avant de poursuivre son chemin vers le Pérou et le Chili, la frégate fait une escale de représentation pendant 3 jours. À aucun moment, les autorités mexicaines évoqueront la question de Clipperton. Officiellement, le Mexique ne dispute pas cet atoll à la France. Officieusement, un comité de juristes s'est créé à Mexico et demande le rattachement de l'île au Mexique. De son côté, Jean-Louis Etienne est satisfait de son repérage. Clipperton représente une île qui a un potentiel de recherche incroyable et si on fait le bilan des possessions françaises un peu sur tous les océans, on se rend compte que la France possède vraiment des joyaux de la nature, que ce soit les îles australes, Crozet, Amsterdam, Kerguelen, que ce soit des îles du canal du Mozambique qui sont absolument méconnues, que ce soit Clipperton. C'est assez exceptionnel qu'un pays comme la France possède toutes ces zones-là qui peuvent constituer dans le futur des zones test sur l'évolution de l'environnement planétaire, de l'environnement des océans. Conquise il y a près de 3 siècles à des fins militaires et géostratégiques, Clipperton est aujourd'hui une possession française ignorée et rarement visitée. Pour les scientifiques, l'écosystème lagunaire, terrestre et sous-marin encore peu connu est unique au monde. Si notre pays souhaite conserver cet atoll que les Mexicains voudraient bien nous reprendre, les Français vont devoir s'intéresser à cette micro-possession et apprendre à préserver son patrimoine. Pour l'instant, Clipperton n'est encore qu'une curiosité administrative perdue au bout du monde.